Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc nous allons parler des phases et des changements de phase. Alors, les différentes substances qui existent peuvent se retrouver dans différents états physiques que l'on appelle des phases. Alors, les phases les plus communes sont la phase solide. C'est l'état où évidemment un objet, un corps, a une forme et un volume bien définis, tel qu'un bloc de marbre par exemple, ou un morceau de fer, voilà. La deuxième phase, c'est la phase liquide. Là, le volume est bien défini, mais il se déforme spontanément, facilement. Et donc, il occupe facilement la forme du récipient dans lequel il se trouve. Donc, dans un verre, le liquide va remplir ce verre. Et enfin, la phase gazeuse, le gaz, là, il se déforme tout aussi facilement qu'un liquide, même plus facilement, et son volume peut varier de manière quelconque. Et donc, il a tendance à occuper tout l'espace disponible. Ainsi, dans un récipient fermé, il va occuper tout l'espace. Sur Terre, l'atmosphère, qui est gazeuse, reste confinée parce que l'attraction gravitationnelle de la Terre donne un poids à l'atmosphère qui la maintient sur la surface terrestre, mais elle occupe tout de même un volume assez important, de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Alors, il existe différentes variantes, différents états un peu différents, ça dépend des substances. Par exemple, il existe l'état pâteux, fréquent par exemple avec des plastiques. Lorsqu'il commence à fondre, il commence d'abord à ramollir avant d'être vraiment liquide. Il y a l'état granuleux, très particulier, comme le sable. Ou, à l'inverse, il peut ne pas exister d'état liquide ou pas d'état gazeux. Parce que le corps se décompose chimiquement quand on le chauffe. Et donc il est détruit. Par exemple, c'est le cas de certains plastiques aussi, comme la bakélite, qui est un plastique dit thermodurcissable. Il durcit à la chaleur. Et si on le chauffe de trop, il ne fond pas, mais il brûle, tout simplement. Et se décompose. Il existe aussi parfois plusieurs types de phases solides, selon la manière dont les différentes molécules vont s'organiser à l'intérieur du solide. Les molécules peuvent s'organiser de façon à former un réseau cubique, par exemple, ou des réseaux triangulaires, ou d'autres formes de réseaux cristallins. La glace, par exemple, selon les pressions et les températures, peut avoir différentes formes cristallines. Il existe même parfois différentes formes de phases liquides, où on observe une certaine organisation malgré le caractère fluide. Et enfin, à température très élevée, ça dépend des substances, mais à température très élevée, les électrons peuvent carrément arracher aux atomes. Donc là, il n'y a plus de molécules, on a des atomes isolés. Les électrons sont arrachés. C'est ce qu'on appelle l'état de plasma. C'est en quelque sorte un gaz composé de charges électriques, des électrons et des atomes chargés d'électricité positive. L'ensemble étant libre à l'intérieur de ce plasma. On retrouve ce type de plasma dans certains tubes luminescents, où par exemple le gaz composant le soleil est en fait du plasma, donc à très haute température, 6000 degrés environ pour la surface du soleil. Et on a donc tous ces états, donc ici pour nous c'est surtout solide, liquide et gaz qui sont les plus communs. Et on a des changements d'état, donc la substance va changer d'état
avec la température et la pression. La transformation de solide en liquide s'appelle la fusion. La transformation de liquide en solide s'appelle la solidification. La transformation de liquide en gaz, c'est l'ébullition. Notons que, en dehors du stade de l'ébullition, même à température plus faible, s'il y a peu de gaz, une partie du liquide peut se transformer par un processus qu'on appelle alors l'évaporation, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre le gaz et le liquide. Cet équilibre dépend de la température et de la pression. Enfin, la transformation de gaz en liquide, c'est la condensation. Mais il peut arriver aussi que le matériau ne passe pas par la phase liquide et qu'il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, ou l'inverse. Les deux transformations sont appelées sublimation. Un exemple de cela, c'est l'iode. L'iode, à pression ambiante, à pression atmosphérique, prend la forme de petites paillettes. Si on chauffe ces paillettes, elles ne fondent pas, elles se transforment directement en vapeur d'iode. Un autre exemple, c'est la neige carbonique, ou dite aussi glace carbonique ou glace sèche. Donc c'est du gaz carbonique congelé. Là aussi, à pression atmosphérique, il n'y a pas d'état liquide, et si on chauffe la glace carbonique, ou du moins même si on la ramène à l'état de température ambiante, elle se transforme directement en gaz. Une des caractéristiques des changements de phase, c'est qu'il y a coexistence des deux phases. Quand on fait bouillir de l'eau, celle-ci va se transformer en vapeur, et pendant tout le temps de l'ébullition, les deux phases vont coexister ensemble, l'eau et la vapeur. Et on va avoir transformation progressive du liquide en vapeur jusqu'à ce que l'eau soit épuisée. Et pendant toute cette transformation, on a les deux phases, voire même trois pour le point triple. Par exemple, de la glace qui fond dans de l'eau, des glaçons dans de l'eau, les glaçons fondent petit à petit. Pendant toute cette transformation, la température est constante, du moins à pression précise. D'où leur utilité pour définir les échelles de température. On peut tracer un diagramme en fonction de la pression et de la température pour illustrer les phases. Un diagramme typique va avoir une forme comme ceci. Température, pression. Alors, les valeurs de la température croissent de gauche à droite. Par exemple, ici, 0 Kelvin, 300 Kelvin, 600 Kelvin. Alors, on note sur les axes les valeurs. De même pour les pressions, 1 atmosphère, 2 atmosphères, 3 atmosphères, etc. Et on va tracer un diagramme alors, typiquement, un diagramme quelconque ici, on va avoir ici, donc chaque point du diagramme correspond à une température et une pression bien précis qu'on peut lire directement sur les axes. Ici, environ 450 Kelvin et un peu plus d'une atmosphère, par exemple. Ici, on va avoir la phase solide, ici, la phase liquide, et ici, la phase gazeuse. Donc, typiquement, à très basse température, le matériau, la substance est solide. À température plus élevée, pour les faibles pressions, on a un gaz. Pour les fortes pressions, on a un liquide. On voit très clairement ces différentes phases sur ce type de diagramme. Et on voit aussi très très bien le point triple. En ce point bien précis, qui correspond à une température précise et une pression précise, en ce point,
on a coexistence des trois phases, solide, liquide et gaz. Et c'est grâce à cette précision que le point triple est si utile pour définir l'échelle de température centigrade ou Kelvin, ou l'échelle absolue. Ce diagramme peut varier de manière considérable. Le diagramme de deux substances différentes, l'eau, le fer, le soufre, l'oxygène, ces diagrammes peuvent être extrêmement différents. Et en plus, il peut y avoir beaucoup de complications. Je vous ai dit, il peut y avoir par exemple différentes phases solides et particulièrement à très haute pression, où on va avoir par exemple pour les glaces des phases de type glace 1, donc glace 1, glace 2, glace 3, c'est les noms qu'on leur donne, les différents types de structures cristallines de la glace ou d'autres substances. On a ça aussi pour des métaux, etc. Donc ça peut donner des diagrammes fort compliqués. Un autre point particulier dans ce diagramme, c'est le point critique. Alors, ce point est particulier parce qu'au-delà, il n'y a plus de différence entre liquide et gaz. Le gaz est chaud, très chaud et à très haute pression, ou le liquide, et les deux ne se distinguent plus, ils sont semblables. Ça veut dire que, contrairement à l'ébullition, la condensation ici, en suivant une variation de pression de température dans cette zone-là, on passe du liquide au gaz de manière continue, sans jamais qu'il y ait de discontinuité, sans jamais qu'il y ait les deux phases qui coexistent. On n'en a qu'une qui évolue progressivement. De plus, même la densité varie de manière continue. La densité, quand on suit un chemin ici, augmente quand on va par là, mais de manière continue, sans changement brutal. Alors qu'ici, on va avoir une densité assez faible, c'est un gaz, et juste un peu plus loin, une densité nettement plus élevée, celle du liquide, avec une variation brutale entre les deux, comme entre l'eau et la vapeur. Notons que la mesure de ce point critique peut parfois être difficile, en particulier pour des matériaux qui fondent à très haute température, comme les métaux, parce que ça peut correspondre à des pressions et des températures extrêmement élevées. Dans ce cas-là, il peut être très compliqué d'aller mesurer le point critique correspondant. Notons aussi que les métaux, puisqu'ils fondent à des températures très grandes, des milliers de degrés parfois, ils peuvent servir aussi de référence pour des échelles de température, des références plus pratiques pour l'industrie, par exemple, qui a besoin de mesures parfois précises de température, mais à des températures très élevées, comme en sidérurgie. Alors, voyons quelques valeurs particulières. À titre d'illustration, on a donc une série de points fixes. Une température qu'on va noter en degrés centigrades et un thermomètre normalisé, c'est-à-dire le thermomètre défini par le bureau des poids et mesures, qui définit les normes pour les mesures, pour les unités, pour les constantes, etc. Et qui dit, pour cette température, il convient d'utiliser tel thermomètre. Ainsi, la température d'ébullition de l'oxygène à pression atmosphérique, à une pression atmosphérique, une atmosphère, est de moins 182,962 degrés. C'est logique, hein? C'est un gaz, c'est le gaz à l'atmosphère, c'est l'air que nous respirons. Il n'est liquide qu'à très très basse température, moins 180 degrés.
Le thermomètre normalisé est un thermomètre dit à résistance de platine. Le point triple de l'eau est à 0,01, on l'avait vu, 0,01 degré, même thermomètre normalisé. L'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés, toujours le même thermomètre normalisé. La température de fusion du zinc, c'est un métal, le zinc fond à 419,58 degrés. C'est chaud. Toujours le thermomètre à platine. L'antimoine, métal moins couramment utilisé, mais qui se rencontre aussi, peu utilisé parce qu'il est toxique, un peu comme le plomb. D'où d'ailleurs son nom, antimoine, parce que sa découverte fut liée à des intoxications d'un monastère qui cultivait ses plantes dans un terrain riche en antimoine. L'antimoine fond à 630,74 degrés. Alors là, ce thermomètre-là ne convient plus bien. On utilise un thermocouple composé de 2 électrodes, platine et platine rhodium, un métal aussi, avec 10% de rhodium. Alors, thermomètre à résistance et thermocouple, nous verrons cela après, bientôt. La fusion de l'or, qu'on a eu, le symbole, l'or fond à 1064,43 degrés. Ça peut paraître très élevé. En fait, c'est encore raisonnable. C'est moins que du fer, par exemple, et on peut, sans trop de difficulté, arriver à faire fondre du fer dans un creuset en matière réfractaire de la brique. À nouveau, thermocouple. Et enfin, le dernier exemple, le palladium. Palladium qui est un métal pas très courant et qui ressemble fort au platine, et qui est d'ailleurs à peu près aussi rare que le platine. Monsieur le platine fait partie des métaux dits précieux. Palladium, on n'en parle pas tellement. Bon, pour question historique, on ne l'a pas tellement développé comme métal pour la bijouterie, par exemple. On aurait pu. Il vaut à peu près aussi cher. Le palladium fond à 1554 degrés. C'est déjà beaucoup plus chaud. Et là, la norme, c'est un thermomètre optique, basé sur le rayonnement du coronar. Nous verrons cela aussi. Voilà pour une série d'exemples et les changements d'état que l'on peut étudier ou utiliser. Et dans la prochaine vidéo, nous quittons ça et nous parlons de la variation de la résistance électrique avec la température. Je vous remercie.